Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast qui va décrire autour du Festival Média en scène tout l'avenir des médias de demain. Un festival créé en partenariat par France Info et Les Échos sur 3 sites à Paris. Le site de Radio France, le site des Échos et le site de France Télévisions avec des conférences, des animations. On détaille ici autour de cette table toutes les animations proposées par France Télévisions. Je suis Christophe de Valembras du Media Lab de l'information. À mes côtés, du très beau monde. Dans l'ordre ou dans le désordre, Paris Automobile, Nokia, Huawei, Samsung, Intel, Visua, SAT, le fonds d'investissement d'État, et France Télévisions, représenté par Bernard Fontaine, directeur de l'innovation et des technologies à France Télévisions. On va parler durant à peu près 1 heure de la 8K, de la 5G, des voitures autonomes, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais aussi les nanosatellites, ça, vous ne les connaissez pas encore. Et puis, on parlera aussi un petit peu d'énergie parce que tout ça est très lié. Il y aura, pour commencer et parler de la 8K, autour de cette table, Fabrice Massin, bonjour, directeur marketing de Samsung. Bonjour Fabrice. Il y aura également Mickaël Moreau, des relations publiques d'Intel France. Bonjour. Bonjour Mickaël. Et puis pour Nokia, Gilbert Marciano, directeur marketing de Nokia France. Ma première question, bonjour à tous. Ma première question va à Fabrice Massin, directeur marketing de Samsung. Aujourd'hui, on parle de 8K. Il y a 15 jours, je ne trouvais pas de télé 8K chez mon marchand. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, il y a 15 jours, ils étaient déjà là, mais pas dans tous les magasins, donc bon, c'est possible. Pas chez moi. Alors, on n'a pas pu mettre des télé QLED dans tous les magasins, mais effectivement, au jour de... Là, on est quoi? On est le 20 novembre, il y a à peu près 300-350 magasins qui aujourd'hui ont en démonstration où on peut acheter un QLED 8K de 75 pouces, un magnifique grand écran qui est en démonstration dans ces magasins-là par nos animateurs. Alors, la 4K n'est pas encore une réalité chez tous les Français, loin de là, bien loin de là. On est déjà sur de la 8K, peut-être que vous réfléchissez déjà à la 16K, peu importe. Je vous le souhaite déjà. Concrètement, à quoi ça sert de continuer dans cette course à la définition? Pour nous, médias, on se dit que les programmes télé vont proposer pour le cinéma, pour un certain nombre de programmes de sport par exemple, plus de définition et finalement de meilleurs contenus pour la télévision. Quelle est votre logique dans cette poursuite à la définition? La logique, elle est assez simple, c'est de satisfaire les consommateurs. Il y a presque 20% des consommateurs aujourd'hui qui achètent des télés, qui achètent des très grandes tailles d'écran. Alors pour nous, les très grandes tailles, ça commence à partir de 65 pouces. Donc ce sont des diagonales de plus d'1m60. Ça va jusqu'à 85 pouces, donc ça, c'est des diagonales de 2m20. Donc vous voyez à peu près les engins que vous avez en termes d'écran. Et forcément, quand vous avez des très grands écrans, il vous faut des contenus qualité. Si aujourd'hui, vous connectez votre box, qui est plutôt en résolution Full HD, vous allez voir, si vous le mettez sur un 40 pouces ou sur une petite télé, et si vous mettez la même image sur un 75 pouces, vous allez trouver que l'image est moins bonne sur 75 pouces, alors que c'est la même source. C'est très simple, plus vous augmentez la taille d'écran, plus vous voyez les imperfections des contenus ou de la télé que vous regardez. Donc on a besoin d'augmenter aussi la qualité, c'est pour ça qu'on était passé sur de la 4K en 2013, en 4-5 ans, et qu'on passe sur de la 8K aujourd'hui parce qu'on augmente les tailles des téléviseurs. Et on augmente les tailles des téléviseurs parce qu'on n'a plus besoin des mêmes reculs qu'on avait il y a des années. Il y a des années, on vous expliquait qu'il faut 3 fois, 5 fois la diagonale en termes de recul. Sinon on s'abîme les yeux. Aujourd'hui, c'est 1,5 fois. Donc vous pouvez avoir dans la même pièce, vous pouvez passer d'un 40 pouces à un 65 pouces sans changer la taille de votre salon. Bernard Fontaine. J'ai une question pour Fabrice. Dans quelques jours, quasiment, enfin quelques semaines, début janvier, a lieu le CES à Las Vegas. Donc, vous avez été parmi les tout premiers grands fabricants géants de l'électronique grand public à présenter ces téléviseurs 8K qui sont effectivement dans la grande distribution aujourd'hui. Vous attendez avec impatience en fait la concurrence, ou pour vous ça vous embête de voir vos principaux concurrents sortir eux aussi des téléviseurs 8K dans un mois? Non, ça prouve que si la concurrence va dans la même direction que nous, c'est qu'on a pris la bonne direction. La seule différence qu'on peut avoir avec eux pour le moment, c'est que nos produits sont déjà en magasin aujourd'hui et que nos concurrents directs seront plutôt en magasin sur une période du mois de juin 2019. Donc ça fait quand même presque 9 mois d'écart. Mais de toute façon, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un besoin des consommateurs. Il y a beaucoup de ventes de grande taille qui se font. Donc c'est logique que les fabricants principaux de télé aillent sur la 8K. Nous, on y est allé, Bernard. Expliquez-nous. On a testé à France Télévisions la 8K. On a testé. On a d'ailleurs toujours testé. On ne va pas remonter dans l'histoire de la télévision. Mais on a toujours voulu tester à France Télévisions. Ça fait partie de nos missions, d'ailleurs, de service public, de toujours tester des nouveautés, des nouvelles technologies lorsqu'elles sont prêtes ou quasiment prêtes. Alors, on a pu démarrer la haute définition exactement avec la même méthode. On a démarré l'Ultra HD en 2013 avec la même méthode. Et cette année, en 2018, puisque la 8K était prête à être utilisée, eh bien, on a souhaité tourner en 8K.
Parce que tourner, c'est une autre affaire, hein, de tourner en tant que professionnel avec de telles images. C'était un peu la spécialité de la NHK jusqu'à présent. La NHK vraiment avait une longueur d'avance. Donc on a tourné. On voit les résultats, je vous interromps quelques secondes, on voit les résultats de ce dont vous parlez sur le plateau E de France Télévisions toute cette journée du jeudi 22. On va le voir exactement. Durant le 22, on va exposer ces images-là pour des professionnels qui ne l'ont pas vu. Il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas pu venir à Roland-Garros voir ces images-là. Et le grand public, parce que le grand public a la chance également de participer à cette opération Futur en scène, Média en scène. Futur en scène, c'était notre événement. Média en scène, et de venir pour regarder ces images et nous dire aussi ce qu'ils en pensent, de véritables images de télévision qui seront donc diffusées sur un écran de Fabrice Massin, parce qu'un écran Samsung, et de voir ce que ça donne. Parce que jusqu'à présent, ces téléviseurs-là, puisqu'il n'y a pas de contenu Ultra HD 8K, c'est au téléviseur de les inventer, ces images-là. C'est bien par l'upscale que ces téléviseurs va permettre d'améliorer l'image HD qui est reçue, par exemple, de la TNT. Alors, vous parlez d'upscale, ça veut dire qu'on prend une image qui n'est pas tout à fait 8K et on l'améliore pour qu'elle soit compatible. Elle est HD, donc elle est 16 fois moins définie qu'une image 8K. D'accord. Et donc c'est une formule mathématique, un algorithme qui va faire ce travail-là au sein du téléviseur, qui va l'améliorer artificiellement. Parce que précisément, tourner des images, créer des contenus en 8K, pour l'instant, Fabrice Massin, c'est pas simple. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'images diffusées en 8K. Il y en a qui sont tournées. Je pense que Bernard le fait, on a parlé de Roland-Garros. Mais c'est tout l'intérêt de notre téléviseur en 8K, c'est qu'il y a ce petit processeur d'intelligence artificielle qui recrée des pixels. Donc vous n'avez pas des contenus, vous regardez encore une fois votre télé connectée sur votre box, on en a parlé, c'est plutôt 2 millions de pixels, et il va vous augmenter le nombre de pixels, il va les recréer, et vous allez pouvoir bénéficier de 33 millions de pixels. C'est-à-dire, vous allez avoir quoi? Vous avez une meilleure image, vous avez une meilleure définition, vous allez avoir plein de détails qu'aujourd'hui, vous ne pouviez pas voir sur votre téléviseur au quotidien. Jusqu'à ce que vous sortiez des smartphones qui filment en 8K, parce que très rapidement, Bernard, pour l'instant, une caméra 8K, ça coûte combien? Alors, une caméra professionnelle sans son optique, aujourd'hui, coûte autour de 100 000 €. Donc ça coûte très cher, et l'optique coûte quasiment aussi cher. Mais les choses vont s'accélérer. Fabrice peut pas en parler, mais la presse a déjà dévoilé la sortie, probablement l'année prochaine, de téléphones capables eux aussi de filmer en 8K, et ainsi de restituer ces images-là sur un téléviseur 8K, un téléviseur Samsung ou n'importe quelle autre marque, bien entendu. Donc les téléphones 8K avec caméra capable de tourner avec cette définition-là. Et pour les spécialistes, avec un framerate, donc un nombre d'images par seconde assez limité, ça sera limité aux alentours de 30 images par seconde, c'est probablement pour 2019, si nos collègues journalistes... Probablement, Fabrice Massin, il doit en savoir un peu plus, mais il ne veut pas nous le dire, donc on le réinvitera en 2019, et puis il sera bien obligé de nous avouer qu'il travaille déjà là-dessus. Alors, il y a un secteur où la 8K est particulièrement efficace, c'est le secteur du jeu vidéo. Ça, c'est déjà une réalité et on comprend pourquoi. Michael Moreau, vous êtes responsable des relations publiques d'Intel France. Aujourd'hui, pour jouer, pour être en totale immersion, pour un degré de précision suffisant pour jouer efficacement, on a besoin de la 8K ? Vous n'avez pas forcément besoin de la 8K, mais les gamers sont une population qui est toujours en attente de plus d'immersion, de plus de qualité, qui veulent vraiment le top du top. Donc c'est vrai que les dernières générations de processeurs qu'on a lancés permettent aujourd'hui de jouer en 8K natif. Donc Bernard disait tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de contenu. Pour le gaming, il y a du contenu. Donc on peut aujourd'hui... Parce que vous le créez comme vous voulez. Exactement, on le crée et le processeur, lui, est capable du coup d'envoyer assez d'informations de manière à ce qu'une télé 8K, on a notamment fait une démonstration avec nos partenaires de Samsung, puisse montrer un jeu qui atteint cette résolution. Comment ça fonctionne? Parce que j'imagine qu'il faut derrière un ordinateur ultra performant. Quand on voit le mal qu'on a à télécharger une vidéo HD, sans parler d'une vidéo 4K, alors jouer en direct en 8K, j'imagine que ça demande un sacré matériel. Là, c'est vrai qu'on parle vraiment de tout dernier processeur qu'on a lancé. Alors, pour ne pas le nommer, les initiés connaissent, c'est le 9900K. Alors, on va rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est des processeurs qui ont 8 cœurs, qui sont capables de traiter énormément d'informations en même temps, et qui, évidemment, permettent de jouer en 4K et en 8K. Donc, c'est important aussi de préparer l'avenir avec des plateformes qui sont déjà existantes. Comme ça, quelqu'un qui aujourd'hui investit dans une plateforme très haut de gamme, parce que là, oui, effectivement, la machine, c'est du très haut de gamme, va permettre de jouer en 4K, mais aussi de préparer l'avenir avec le 8K. Bernard Fontaine. Alors, l'ordinateur, il sera présent dans cette expo de Média en scène à nos côtés. C'est un ordinateur assez joli d'ailleurs, parce qu'il a été tuné par vos équipes, par un sous-traitant. Il y a des néons partout, c'est extraordinaire. Et cet ordinateur, en fait, un ordinateur, comme tout ordinateur, c'est composé comme de deux parties principales.
le processeur, vous venez de l'évoquer, mais également la carte graphique. Alors la carte graphique, un autre géant américain qui est Nvidia, enfin un géant américain, une boîte extrêmement, entreprise très 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 célèbre en matière de carte graphique, a été associé à cette opération pour délivrer en fait cette capacité cette qualité de résolution destinée aux écrans en 8K. Alors effectivement, il y a plusieurs éléments dans l'ordinateur. Il y a la carte graphique, processeur. Le processeur, c'est le cerveau. Donc lui, il va recevoir l'ensemble des informations que la carte graphique va lui transmettre. Donc du coup, c'est important que ce processeur soit capable de traiter cette multitude d'informations qui viennent de la carte graphique. Donc c'est important d'avoir les dernières générations parce que on peut le voir, si vous prenez des processeurs qui ont 2 ans, aujourd'hui vous n'allez pas pouvoir jouer en 8K parce qu'ils ne seront pas assez performants pour faire cela. Mais dans tous les cas, quand on parle de machines haut de gamme, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une plateforme équilibrée. Donc il faut un processeur très puissant et des cartes graphiques très puissantes. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'avez pas les deux, vous ne pourrez pas faire de la 8K. Alors, on va avancer. Un tout dernier point, une dernière question. Il n'est pas autour de la table, mais c'est le fabricant de l'OS. Un ordinateur aussi, il faut un OS. Il ne faut pas que du hardware, il faut un OS. Et peut-être si Microsoft nous écoute, à Microsoft également de mettre à niveau les drivers nécessaires, parce qu'on a observé, on a quand même pas mal de mal avec les équipes d'Intel à pouvoir faire fonctionner correctement cet ordinateur par absence de drivers permettant de faire fonctionner cette définition 8K, driver touchant la carte graphique, touchant l'OS en tant que tel. Aujourd'hui, la 4K fonctionne très bien, la 8K est nécessaire de peaufiner tout ça un petit peu aussi du côté Microsoft. En tout cas, pour la télé 8K, c'est-à-dire pour les médias et pour livrer du contenu, il faut évidemment des liaisons ultra rapides. Et là, on arrive au deuxième grand thème de ce podcast qui est la 5G. Et pour en parler tout de suite, on retrouve Gilbert Marciano, le directeur marketing Nokia France. Merci infiniment d'être là. Merci. La 5G, j'aimerais bien tout de suite, en tant que néophyte, que vous m'expliquiez ce que c'est. Est-ce que c'est une 4G améliorée? Est-ce que c'est complètement un autre système? Comment ça fonctionne? D'accord. Donc la 5G, à la base, c'est vraiment, effectivement, il y a d'une part une amélioration énorme des performances. On parle d'une capacité 10 fois supérieure à celle de la 4G. Donc déjà, sur ce point-là, effectivement, la 5G, c'est un petit peu ce qu'on a connu entre le passage du DSL à la fibre, vous voyez. Donc vraiment, cette impression, on appelle ça aux États-Unis le wireless fiber, c'est-à-dire la fibre sans fil. Donc ça, c'est un aspect de la 5G. Mais la 5G, elle va bien au-delà. Elle permet, entre autres, de spécialiser les besoins, les adapter au cas d'usage. Par exemple, là, on vient de parler donc d'un cas d'usage qui est de la télévision et l'expérience en 8K, de savoir comment faire pour transporter les 33 millions de pixels qu'on vient d'indiquer en temps réel sur votre télévision. La 5G a les capacités en termes de débit et de rapidité pour pouvoir s'adapter et offrir la qualité de service qui est très important. Ce n'est pas uniquement, je dirais, le fait de pouvoir atteindre cette vitesse. Aujourd'hui, en 4G, dans des bonnes conditions, on peut atteindre des vitesses raisonnables. Mais dès qu'on se retrouve dans une situation, par exemple dans un stade, dans un métro, ce genre de choses, tout de suite, les performances vont baisser. Ça garantit la rapidité. Et en fait, l'utilisateur est un peu frustré parce qu'en fait, il n'arrive pas à avoir le même service partout. La 5G, justement, elle arrive aussi avec cette fiabilité. C'est une technologie donc sans fil et qui permet cette mobilité un peu partout, d'avoir vraiment son très haut débit partout, pas uniquement à la maison, mais sur n'importe quel type de média. Donc, ça pourrait être sur votre télé. Demain, on a parlé là donc des téléphones qui permettront de capturer de la 8K, mais il va falloir aussi les diffuser. Donc ça veut bien dire qu'on sera capable aussi sur son smartphone ou sur sa tablette de pouvoir diffuser des programmes en très très haute qualité. Donc il faut aussi une technologie qui permette de le faire et la 5G le permet. Alors que je comprenne bien quand même, parce que je voudrais bien qu'on comprenne quelque chose. La 5G, c'est pas simplement qu'on réduit les voitures sur l'autoroute pour en mettre plus, c'est qu'on multiplie les voies. Et concrètement, qu'on n'est plus simplement sur des tuyaux. On est sur une logique hertzienne. J'ai envie de dire, c'est pas le même matériel que ce qu'on a actuellement. Oui, après, effectivement, il y a des innovations en termes de technologie pour adresser au mieux, je dirais, les besoins des utilisateurs avec des technologies qui ont été développées, donc justement de pouvoir pointer les faisceaux des antennes 5G vers l'utilisateur et ne pas irradier, je dirais, sur toute la cellule
pendant, je dirais, de façon tous azimuts, en essayant de récupérer le signal. Là, vraiment, le signal est dirigé. Et en faisant ça, on gagne en efficacité et on arrive à des débits qui sont énormes, donc 10 fois plus, mais aussi, on a aussi une caractéristique de la 5G, c'est qu'il y a la rapidité, le temps de réponse. Ouais. Et ça, c'est un point clé de la 5G. Entre autres, on parlait tout à l'heure donc, de jeux en ligne, donc tout ce qui est e-sport et ce genre de choses. Nous, notre volonté avec la 5G, c'est d'offrir finalement la même qualité d'expérience que vous avez aujourd'hui avec votre PlayStation connecté à la fibre, en mobilité. N'importe où, finalement, vous pourrez, avec votre terminal, pouvoir vous connecter à la 5G et avoir les mêmes qualités en termes de graphisme, en termes de conditions de jeu, et en plus d'insérer, et on va, je pense, le développer un peu plus tard, vous allez le développer, tous ces nouveaux mécanismes autour de la réalité virtuelle. On va en parler tout à l'heure. Concrètement, ça va plus vite et le débit est garanti par rapport à la 4G. On est capable de le garantir. Aujourd'hui, à cette expo Média en scène à France Télévisions sont exposés à nos visiteurs et à tous nos visiteurs, c'est une de vos antennes, une antenne 5G destinée à être visible en milieu urbain, dans le décor et dans le mobilier urbain. C'est une toute petite antenne. Alors, elle a une particularité, cette antenne, c'est qu'elle fonctionne à une fréquence millimétrique, donc des ondes extrêmement courtes, puisqu'elle fonctionne à entre 26 et 28 gigas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sera notre univers télécom dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, dans les villes ? Ce qui est prévu sur la 5G, mais ce n'est pas forcément à si long terme, puisqu'on est déjà en expérimentation dans des pilotes dans différentes villes en France. C'est une couverture, je dirais, un peu équivalente à celle que vous avez en 4G, avec des fréquences aux alentours de 3,5 GHz, donc qui vont réutiliser les mêmes sites et les mêmes antennes que celles qu'on utilise en 4G, des petites adaptations. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle effectivement celle que vous allez montrer, qui va servir plutôt justement là où on a besoin vraiment beaucoup de capacité, par exemple à la maison. Typiquement pour permettre ces programmes UCA. Et donc on utilise cette technologie millimétrique qui a l'avantage d'offrir beaucoup plus de bandes passantes. Alors, on a également exposé un équipement qui fera peut-être également partie de notre paysage, cette fois-ci, mais plus urbain, mais domestique. Ce sont ces petits appareils, ces petits hubs qui permettent, eux également, de diffuser localement de la 5G à la maison. Donc, aujourd'hui, vous présentez aujourd'hui à cette expo ce petit appareil, ce petit hub, signé Nokia, en l'occurrence. Alors, à quoi ça servira, ces petits répéteurs, c'est ça ? Je dirais que on les appelle des passerelles, des gateways. Des gateways, oui. Et en fait, elles sont déjà utilisées pour le déploiement commercial qui ont lieu en ce moment aux États-Unis. Donc chez Verizon, AT&T, T-Mobile, genre d'opérateurs. L'idée, c'est ce qu'on appelle le modèle Fixed Wireless Access. C'est vraiment l'aspect accès à la maison. Et ce qu'on se dit, c'est que finalement, au départ, les gens n'auront pas forcément tous des mobiles 5G. Il va falloir du temps. Déjà, il y a les premiers protos qui arrivent maintenant. Avant d'arriver à des terminaux commerciaux, il va falloir attendre 1 ou 2 ans pour être au même niveau de qualité de ce qu'on a en 4G. Donc les gens vont avoir plutôt encore leur mobile 4G, leurs lunettes Wi-Fi, ce genre de choses. Mais donc l'idée, là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une passerelle pour faire un petit peu l'agrégation de tous les trafics de la maison. Et donc, il y aura le besoin, par exemple, de la télévision, donc par exemple en 4K ou 8K. Médias, bien sûr. Il y aura les besoins d'Internet, il y aura le besoin de toutes les tablettes de tous les membres de la famille, de tous les mobiles, et tout ça sur cette gateway qui, elle, par contre, va concentrer donc tout ce trafic Wi-Fi, 4G, tout ça va passer dans cette passerelle, et tout va être transporté sur la 5G, parce que la 5G, justement, elle va offrir ce gros tuyau et ces temps de réponse très rapides qui vont permettre plein de nouveaux usages, entre autres tout ce qui est autour du gaming. Donc, en clair, ces petites gateways vont recevoir le signal 5G diffusé par un opérateur de service à l'extérieur. Voilà. Et à la maison, on pourra jouer avec l'ordinateur capable de jouer et de streamer du contenu en 8K, par exemple, pour les besoins que Michael expliquait, ou regarder la télévision en 8K ou en 4K avec cette petite gateway. D'où on revient un petit peu à cette idée de wireless fiber, c'est-à-dire de se dire, à la place d'avoir finalement votre box connectée à la fibre, vous pouvez l'avoir utiliser la 5G à la place. Et le dernier point, puisque le temps tourne, vous avez parlé, Gilbert, de latence. Bonne transition avec Damien, qui vient de rentrer dans le studio pour nous parler d'un autre secteur, qui est celui de l'automobile. Oui, parce que si je résume un petit peu ce qui vient d'être dit, la 5G, visiblement, c'est la révolution. Tout le monde base sa technologie désormais sur la 5G, parce qu'elle est très rapide, parce qu'elle est très sûre, et pour
tout l'environnement, que ce soit l'environnement médiatique avec les contenus ou notre environnement quotidien, c'est désormais une nécessité. Et on va voir ça avec Damien Biraud de Paris Automobile, CEO de Paris Automobile, qui vient de nous rejoindre, parce que les voitures autonomes, demain, c'est la 5G. Damien, concrètement, si donc vous êtes spécialiste de la fabrication de voitures, vous allez nous en parler, mais tout de suite pour rebondir sur la 5G, est-ce que si demain on n'a pas la 5G, vous pouvez faire votre business ? Pour faire des voitures électriques de compétition qu'on démarre l'année prochaine, non, on n'a pas besoin de 5G. Par contre, si on veut permettre aux promoteurs, les gens qui organisent des compétitions de voitures électriques, d'offrir des offres complémentaires comme le live streaming par exemple, là oui, il nous faudra de la 5G. Parce que concrètement, vous présentez aujourd'hui à Média en scène à France Télévisions 2 voitures, carrément, vous nous les avez apportées, elles sont magnifiques. Sur notre plateau, vous pourrez retrouver des images de ce plateau de France Télévisions dans le cadre de Média en scène sur notre plateforme France TV Lab. Damien, vous avez 2 voitures. Il y en a une, c'est une voiture de course qui est bardée de télémètres qui permet de la localiser partout où elle se trouve, la vitesse, la position, etc. Et une autre voiture qui est une voiture autonome dans laquelle l'intelligence artificielle et puis nous, médias, nous allons produire des contenus. Concrètement, cette voiture bardée de télémètres, on en a fait la démonstration sur le plateau de France Télévisions, elle transmet en moins de 5 millisecondes, si je ne me trompe pas, sa position, sa vitesse, tous ces éléments, à un jeu qui est récupéré chez nos amis d'Intel et qui finalement joue contre une voiture en temps réel grâce à la 5G, quasiment comme s'ils étaient sur la piste. Alors nous, on a préparé la voiture pour que ça soit possible, effectivement, avec ces chiffres de performance. Pour autant, les prochaines étapes, ça sera effectivement de commencer à organiser des compétitions, roder, on va dire, le business automobile en lui-même et de travailler main dans la main avec des éditeurs de jeux vidéo qui permettront de faire du réel qui matche avec le virtuel. Mais ça on n'y est pas encore tout à fait. Mais très bien, parlons de l'avenir, on est là pour ça. C'est les médias de demain, un média en scène. Donc très bien, ayons un peu d'avance, ça ne nous coûte rien. On a compris pour le jeu tout à fait l'intérêt que ça peut représenter, tout ça. En ce qui concerne véritablement les médias, la 5G dans vos voitures que vous développez aujourd'hui, il y a un magnifique cabriolet sur le plateau de France Télévisions. Nous, on va pouvoir, nous médias, envoyer des contenus grâce à la 5G. Ça veut dire de la vidéo, ça veut dire de l'image, ça veut dire de la radio, ça veut dire qu'on va peut-être travailler dans nos voitures. Comment vous voyez ça, la voiture de demain et les médias qui seront adressés à cette voiture? Alors, je peux vous parler avec un peu de précision sur ce que sera le court terme dans la voiture connectée de compétition, où là, nous, on va essayer de proposer aux promoteurs les outils qui permettent de faire du live streaming et donc ce qu'on appelle les teams ou les sponsors permettent de diffuser des vidéos en temps réel, des caméras 360 et de switcher d'une voiture à l'autre. Donc ça, c'est très intéressant. Après, en ce qui concerne la voiture de Monsieur Tout-le-Monde dans le futur, de notre point de vue, c'est un petit peu plus vague, dans la mesure où tout le monde investit énormément dans le véhicule autonome. Je pense que là, on parle clairement du véhicule autonome, parce que quand on lâche le volant, on a plus l'attention qui est fixée sur les écrans. Absolument. Et là, en l'occurrence, pour ma part, je ne sais pas exactement ce qui va se dessiner entre des gens qui sont spécialisés dans la donnée comme Google et qui veulent aller sur le véhicule autonome, ou des constructeurs automobiles historiques qui veulent intégrer la fonction de véhicule autonome. Donc nous, on a un petit constructeur. On fait le pari que certains acteurs seront capables de proposer le service autonome, on va dire très efficace, à des petits constructeurs comme nous, comme un équipementier, entre guillemets, en fournissant à la fois le hardware, le software, le cloud, pour que nos véhicules puissent être autonomes, entre guillemets. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, vous avez différents niveaux de véhicules autonomes. Vous avez le simple agent qui va vous aider à faire le parking, ou alors vous allez avoir un véhicule entièrement autonome, plutôt utilitaire, entre guillemets. Nous, on est un fabricant de petits véhicules loisirs. Donc, on fait le pari qu'il y aura toujours des gens qui voudront reprendre le volant à un moment avec nos véhicules à nous. Alors Damien, il y a une centaine d'années à peu près, l'automobile arrivait. À l'époque, on appelait ça des carrossiers. Il y avait énormément de carrossiers, notamment chez nous en France, des initiatives qui étaient issues de l'histoire du transport. Donc tout un tas de carrossiers qui fabriquaient des voitures sur mesure. Donc on voit, maintenant on appelle ça une start-up. Donc aujourd'hui vous êtes clairement vous une start-up, vous êtes déjà qualifié par la presse de Tesla à la française. Donc moi je voulais savoir comment un jour, un matin, vous êtes réveillé en disant je vais devenir constructeur automobile et je lance une start-up de l'automobile. Alors, je vous avoue, avec tous les artifices autour qu'on vient d'évoquer, notamment la capacité à utiliser de la 5G au sein de vos véhicules. Bien évidemment,
nous, on a plutôt démarré sur le diagnostic de l'énergie embarquée. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on pense que la batterie est un gros défi pour le véhicule électrique. Et on a décidé de travailler sur les systèmes d'énergie embarquée pour essayer d'optimiser le prix de revient, la masse embarquée, etc., etc. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que si on voulait travailler sur l'énergie embarquée, il fallait aussi travailler sur le dessin global de la voiture. Et c'est vraiment de fil en aiguille qu'on a lancé le projet Paris il y a cela 5 ans. La puissance d'une voiture Paris de compétition? Alors, la voiture de Paris de compétition fait 2 fois 185 kW, un moteur sur l'avant, un moteur sur l'arrière, donc on a 4 roues motrices. Stricto sensu, c'est comme si on avait 500 chevaux. Par contre, comme les moteurs électriques ont beaucoup plus de couple, c'est plutôt l'équivalent de 700 chevaux. Alors, pour l'instant, moi j'ai une question parce qu'on voit sur le plateau de France Télévisions, dans le cadre de Médias en scène, donc on peut jouer avec la voiture qui envoie ces informations en temps réel. Est-ce que demain, je serai assis dans mon salon et je ferai rouler réellement la voiture Paris sur une piste? Alors ça, techniquement, rien ne l'interdit. Absolument pas. Aujourd'hui, nous, ce sur quoi on se voit bien travailler, c'est effectivement le live gaming, c'est-à-dire que dans votre salon, vous jouiez à la PlayStation et puis que quelqu'un sur un circuit vous voit en temps réel sur des HoloLens ou sur une projection tête haute du pare-brise. Maintenant, absolument rien n'interdit de piloter depuis son salon la voiture, mais je pense que la notion de danger étant moindre, il risque d'y avoir beaucoup plus de casse. Juste une dernière question, on parle des médias de demain aussi dans ce podcast. Est-ce que vous prévoyez déjà que votre voiture sera plus ou moins autonome? On l'a vu, il y a une part d'autonomie, etc. Mais commandée à la voix, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble incontournable? Les assistants vocaux, les commandes à la voix? Alors clairement, nous, on est trop petits pour travailler sur ces sujets-là. Par contre, on a des partenaires qui travaillent très activement là-dedans, qui sont référencés chez les grands constructeurs. Et effectivement, si le service existe, et il va exister, on aurait tort de ne pas l'intégrer. Alors c'est exactement ce qu'on propose sur votre cabriolet, nous France Télévisions, parce que nos équipes ont préparé un concept permettant d'expliquer comment on peut retrouver, je choisis d'aller à Bordeaux dans votre cabriolet, eh bien j'ai 4 heures de voiture à faire, et j'ai envie de changer de programme, et j'ai envie de commander uniquement à la voix un programme, et pendant toute cette journée aujourd'hui de Médias en scène, on a la capacité à parler à la voiture, et à voir sur l'écran s'afficher au centre de la console des programmes. Ce programme de développement que nous avons fait s'appelle LIA, L-I-A, et une ravissante jeune femme vous dire, je vais vous faire voir les programmes que vous avez demandé dans cette voiture pour illustrer concrètement ce que l'on fait. Et la deuxième démonstration que France Télévisions fait, c'est cette invention du futur qui mélange 2 genres. Un genre qu'on évoquait tout à l'heure de la retransmission en très haute qualité de télévision en 8K. Imaginons une course de côte ou les 24 heures du Mans, pourquoi pas télédiffusée en 8K. Eh bien, la capacité au public qui ne souhaite en plus concourir réellement aux 24 heures du Mans, et le jour où la 5G est déployée, la capacité à pouvoir choisir votre véhicule ou un véhicule concurrent et eux-mêmes de concourir à cette épreuve donc de deux médias qui en même temps vont vivre leur vie en utilisant à la perfection, je l'espère un jour, ces technologies que sont la 8K et que sera la 5G pour notre public. Donc c'est la combinaison de la télévision et de e-sport et la nécessité d'avoir des plateformes de calcul. On va en parler tout de suite. C'est une excellente transition vers notre sujet suivant qui est l'intelligence artificielle. Donc à notre table, nous a rejoint Jérémy Robin, chef de produit Samsung. Il va nous parler de son super réfrigérateur, le Family Hub, dans quelques instants. Je rebondis quand même, oui, Bernard, parce que vous parliez de ce que France Télévisions a développé sur l'intelligence artificielle. On crée de plus en plus à France Télévisions des tests en réel, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus de labo. Et l'intelligence artificielle, on l'a mis à profit pour les derniers Jeux Olympiques avec clairement un assistant vocal, oui, qui réfléchissait à ce qu'on lui demandait et nous donnait les informations les plus pertinentes. Pour un média de demain, c'est nécessaire. Complètement. On était vraiment les tout premiers à proposer à Google, en l'occurrence, cette opération. Les Jeux Olympiques, c'est intéressant à voir en télévision, mais la principale frustration des passionnés de sport, c'est surtout des Jeux Olympiques, c'est la quantité de sport qui se déroule à un même moment. Donc c'est très compliqué sur un site internet de pouvoir trouver l'ensemble de ces compétitions en allant chercher la bonne information sur un écran. En fait, c'est possible bien sûr, mais c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple le lendemain à la machine à café en direct de dire au fait qui a gagné le ski hier ou qui a remporté le tremplin ou a remporté telle ou telle compétition. Et bien tout simplement en parlant à la machine, donc en l'occurrence en parlant à un assistant vocal, ce qui était celui de Google, ce que nous avons fait, on a récupéré toutes les données traitées en temps réel sur le site de Pyeongchang en Corée, de tout le chronométrage des sportifs, de leur biographie, tout ce qu'on peut imaginer. Et ce big data qui était traité
par nos équipes, a été structuré de façon à pouvoir être compris par la plateforme de Google, et ainsi, comme on parlait à un humain, on parlait à un haut-parleur, et en temps réel, on avait l'ensemble des informations. En fait, on avait des informations que même aucun humain n'était capable de donner, en tout cas qu'aucun journaliste ne pouvait non plus donner, parce qu'aucun journaliste n'est structuré pour pouvoir imaginer, pouvoir donner des réponses à des centaines de sports, enfin des dizaines et des dizaines de sports qui se passent tous en temps réel, parce qu'il ne peut pas avoir la totalité de ces informations. En tant que journaliste, je peux vous confirmer ce que vous dites. Donc, on a fait appel et Google a été surpris de cette initiative française parce que ça a été fait avec nos équipes ici à France Télévisions et a vraiment apprécié l'utilisation très, très opportune en fait, d'un assistant vocal parce que tout le monde cherche l'utilité d'un assistant vocal. Demander la météo, demander l'heure et lancer une chanson, c'est très très bien. Mais de demander ces informations aussi complexes que sont les informations de traitement en temps réel de données sportives, c'était délicat. Et en fait, ce challenge a été réussi autant par les équipes de France Télévisions que les autres partenaires technologiques, en l'occurrence les équipes de Google qui se sont associées à cette opération. Vous retrouvez d'ailleurs un article sur la plateforme France TV Lab, la plateforme d'innovation de France Télévisions, sur cette expérience réussie. Effectivement, j'ai moi-même testé dans tous les sens en tant que journaliste pour voir si l'intelligence artificielle arrivait à suivre mes demandes. Et bien non seulement elle a réussi, mais en plus elle m'a proposé des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et je vous confirme donc que l'intelligence artificielle est effectivement un journaliste potentiel pour demain. Nous a rejoint autour de la table Jérémy Robin, chef de produit chez Samsung, je le disais. On parle d'intelligence artificielle. Vous nous dites, moi, j'ai un frigo intelligent. C'est quoi ce frigo ? Alors bonjour tout d'abord. En effet, chez Samsung, on a lancé un réfrigérateur maintenant depuis 2016, donc ça va faire 2 ans, qui s'appelle le Family Hub. Le Family Hub, c'est quoi ? C'est un réfrigérateur intelligent et connecté. Il a un grand écran de 21,5 pouces. Et grâce à ça, on va pouvoir faire quoi ? En fait, il y a 3 piliers principaux. Le premier, c'est la gestion des aliments. Donc on va pouvoir voir ce qu'on a à l'intérieur de son réfrigérateur, directement à travers l'écran du Family Hub ou alors directement aussi à travers son smartphone. Donc je fais mes courses, je peux savoir ce qui me reste dans mon réfrigérateur et c'est aussi un moyen de lutter contre le gaspillage. Il peut nous proposer des recettes par rapport à ce qu'on a, à ce qui nous reste dans notre réfrigérateur ou alors sur nos préférences alimentaires. La deuxième chose, c'est avec ce réfrigérateur, on peut aussi mieux communiquer en famille. Donc on peut s'envoyer des messages, on peut s'envoyer des mémos, on a des calendriers partagés, donc on ne va plus oublier d'aller emmener le rejeton au judo, au rugby ou je ne sais autre. Et le dernier point, c'est le divertissement. En effet, aujourd'hui, on a de plus en plus des cuisines ouvertes qui deviennent vraiment des lieux de vie. Donc à travers le Family Hub, on peut faire donc, du screen mirroring. Donc on peut envoyer le contenu de son écran de télévision directement sur l'écran de son Family Hub. On peut le faire également à travers son téléphone. On peut écouter de la musique, on peut écouter la radio, on peut faire des tas de choses. Ça veut dire que vous misez sur le fait que le réfrigérateur, pas de marque, même si on en cite quelques-unes, le réfrigérateur est au centre de la famille finalement parce que c'est le premier outil que vous ciblez comme outil connecté d'intelligence artificielle qui va regrouper du média, qui va regrouper tout ce qui peut réunir les technologies connectées et d'intelligence artificielle dans le foyer. Est-ce que vous allez accroître votre périmètre autour du réfrigérateur ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, pourquoi le réfrigérateur ? Parce qu'en effet, une famille moyenne de 4 personnes, on ouvre le frigo entre 50, 60, 70 fois par jour. Donc, c'est vraiment le produit devant lequel on passe toute la journée. Donc, aujourd'hui, on a lancé ce produit-là avec les 3 piliers dont je vous ai expliqué. Mais bien évidemment, on va l'étendre. Ce Family Hub se veut aussi être un hub pour piloter tous les outils de la maison. Donc, déjà aujourd'hui, à travers le Family Hub, on va pouvoir lancer son aspirateur robot. On va pouvoir voir où en est notre machine à laver, le cycle. Est-ce que le four a terminé de chauffer ? Et on va continuer à développer bien évidemment ces usages, pas seulement avec des produits Samsung, bien évidemment, avec les autres produits des autres marques, et on va le développer avec de l'intelligence artificielle dès 2019. Il ne fait pas la cuisine encore, le frigo ? Il ne fait pas encore la cuisine. Bon, faudra y venir parce que c'est quand même une priorité. Alors, nous a rejoint par téléphone Stéphane Curtelin, directeur marketing de Huawei, Bernard Fontaine de France Télévisions. Huawei, c'est... Alors, Huawei est un industriel chinois et en France, Stéphane Curtelin s'occupe de la destinée business et marketing de cet industriel. Donc, Stéphane, vous êtes en ligne ? Oui, tout à fait. Bien, merci de vous associer à cette émission et à ce podcast. Ce qu'on aimerait savoir concernant Huawei, les équipements qui aujourd'hui sont déjà dotés d'intelligence artificielle, si j'ai bien compris, ces équipements-là sont de nature. Vous avez d'abord, vous aussi, un hub, un switch qui est 4G aujourd'hui, qui est d'ailleurs présent à cette opération Média en scène sur le stand de France Télévisions. Donc cet équipement permet lui aussi de doter d'un assistant vocal permettant de
de poser des questions. Je crois que c'est l'assistant vocal d'Amazon que vous avez retenu. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est dans la continuité de la stratégie de Huawei qui est en train de passer du smartphone au smart home. Ce que l'on a mis dans la main des consommateurs, on souhaiterait maintenant le proposer dans la maison des consommateurs. Oui. Donc, on a mis de l'intelligence artificielle dans nos téléphones et on introduit maintenant de l'intelligence artificielle dans des produits pour la maison. Et en effet, ce routeur 4G enceinte intelligente est le symbole de cette évolution et de proposer plus de possibilités à la maison également autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on s'associe avec Amazon pour la partie assistant vocal. C'est aussi un routeur 4G qui va permettre de brancher jusqu'à 32 appareils. Alors pourquoi pas le réfrigérateur, pourquoi pas des ampoules pour gérer aussi la lumière ambiante et bien sûr des téléphones. Donc en clair pour nos auditeurs, je n'ai pas de box à la maison, je mets ce routeur 4G Huawei donc à la maison, ce même routeur, je présume qu'on met une carte SIM à l'intérieur. Exactement. Voilà, on met une carte SIM dedans et ce routeur va, lui, en Wi-Fi, connecter l'ensemble des devices, un réfrigérateur, un ordinateur, un casque VR, par exemple, et l'ensemble de ces équipements vont pouvoir utiliser ce hub, en fait, ce relais, tout à fait, ce relais à la maison. Alors, l'intelligence artificielle, j'ai vu récemment, à l'occasion d'un salon, une de vos divisions qui fabrique du composant électronique. Et ces composants électroniques sont dits par iSilicon, qui est une de vos filiales, qui est spécialiste dans le composant. Et iSilicon nous disait savoir intégrer au sein d'un composant de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ce sont des propos purement marketing ou est-ce vraiment la réalité? Aujourd'hui, on sait intégrer des processus de deep learning, par exemple, au sein d'un composant. Oui, tout à fait. C'est ce qui existe d'ores et déjà sur le nouveau téléphone avec le Kirin 980, qui est donc un processeur maison fait par iSilicon et qui intègre de l'intelligence artificielle directement. Et ça permet notamment, parfois, pour ceux qui pourraient être réticents à tout ce qui est cloud service ou de se dire où est-ce que mes données partent, eh bien de stocker et d'interpréter les données directement sur le téléphone sans avoir à le lier à une architecture qui part dans les nuages, dans le cloud, justement. Et ça veut dire qu'autour de la photographie, pour le stockage de ces photos, de ces moments forts, par exemple, l'intelligence artificielle va aider à reconnaître des scènes et à classer ces photos. Ça évite de se dire, tiens, mes photographies partent n'importe où dans le cloud. Ça va aider aussi sur les applications de traduction. J'imagine une situation un peu extrême, mais ça peut arriver de façon plus proche. Vous êtes dans le métro à Tokyo ou dans le métro à Shenzhen et vous avez besoin de traduire des directions, même si vous n'avez pas de réseau, parce que tout est onboardé, embarqué sur le téléphone, sur le processeur. Le processeur va traduire ce qu'il reconnaît en signes, en idéogrammes, en français, en anglais, en espagnol, ça dépend dans quel sens vous le voulez, grâce à l'intelligence artificielle qui est directement embarquée sur le processeur. Alors on aura sur l'exposition Média en scène, je crois, la présence d'un téléphone, qui est votre dernier téléphone que vous avez présenté il y a quelques jours à la presse, qui est le Mate 20. Alors lui-même est équipé d'intelligence artificielle, et je crois qu'on aura la primeur de pouvoir tester une des applications qui, je crois, n'est pas encore sur le store aujourd'hui, mais qui est capable de faire, en fait, un peu de la photogrammétrie. Ça nous amènera vers notre prochain invité. On est capable de filmer un objet en 3D, de faire le tour de cet objet en simple et d'avoir une reproduction en 3D directement et facilement avec un simple téléphone. Exactement. Alors ça, c'est assez fantastique. Ça peut paraître un peu gadget, mais pour l'avoir utilisé le week-end dernier et l'avoir montré à ma fille, qui est petite encore, c'est assez bluffant. En tous les cas, d'un coup, pour un père, vous passez de statut de simple père à magicien, où vous prenez une peluche. C'est pour toi ça. J'en veux un tout de suite. Vous prenez une peluche et vous la modélisez en la filmant justement en 3D. Et ensuite, ça devient un objet de réalité augmentée dans votre téléphone. C'est-à-dire que vous lui faites vous intégrez cette peluche dans différentes scènes. Vous vous amusez à faire du montage virtuel en réalité augmentée, soit en live, soit sur des petits films
Alors, il y a des mouvements qui sont prédéfinis, mais vous pouvez en faire d'autres. C'est assez magique. Eh bien, écoutez, on compte sur vous pour partager cette technologie qu'on passe tous pour des génies auprès de nos petites filles. Merci infiniment, Stéphane Curtelin. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour enchaîner sur notre prochaine grande page, ces démonstrations, ces animations que France Télévisions propose dans le cadre du festival Média en scène, en partenariat France Info et Les Échos. Il y a beaucoup d'animations sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On en parle tout de suite autour de cette table. Et on en parle notamment avec Sylvain Orduro de Visua qui nous a rejoint. Aujourd'hui, la réalité augmentée, il y avait des chiffres qui couraient en disant cette année 2018, on va avoir sur nos smartphones probablement 1 milliard de contenus de réalité augmentée qui vont être créés. Vous avez de très intéressants projets qui ont vu le jour de réalité augmentée pour recréer finalement des images du passé ou des images qui nous permettent de voir la réalité comme jamais on l'a vu. Expliquez-nous en 2 mots les principaux projets que vous venez de développer. Oui, alors en fait, on a différents verticaux aujourd'hui. Ça peut être du médical pour que le chirurgien et le radiologue puissent converger et discuter sur un cas clinique, par exemple, voir la même chose, le même niveau de détail. Pour les musées ou la partie muséographique, mais aussi la partie recherche, pour étudier l'intérieur d'une momie ou d'un objet pour voir s'il a eu des réfactions avant d'intervenir pour une restauration, par exemple. Mais on a aussi, ça peut être le sport, ça peut être le retail. Vous voulez voir un sac Vuitton qui vaut une certaine somme, vous aimeriez bien voir tous les niveaux de détail, de couture, de cuir, de la soie. Et donc en fait, à chaque fois, c'est beaucoup de calculs. Donc ça touche tout ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc il faut une modélisation. Donc vous avez 2 possibilités, soit la photogrammétrie, c'est-à-dire que vous partez d'images réelles, et l'ordinateur va reconstruire l'objet en 3D, ou vous utilisez des logiciels de design, donc de dessin technique, et vous allez recréer du réel. Concrètement, qu'est-ce que vous parlez de l'univers médical là? Aujourd'hui, la réalité augmentée, alors ça fait partie de notre quotidien, n'importe quel mot croisé nous donne les résultats en réalité augmentée. Tout le monde maintenant a assimilé tout cela, mais on va vers des choses qu'on ne pouvait pas faire avant grâce à la réalité augmentée. Dans l'univers médical, par exemple, ça révolutionne complètement les préparations des opérations les plus fines. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, il vous faut 5 logiciels différents pour préparer une intervention chirurgicale. Donc la première, ça va être de lire les examens qui viennent de radiologie, souvent de CT scan, ce qu'on appelle les scanners médicaux, d'IRM, toute machine volumétrique à rayon X ou électromagnétique. Donc il faut récupérer ce fichier, il faut savoir le lire. Donc c'est déjà un premier logiciel. Ensuite, il faut convertir ce format de fichier en un autre format. Donc on est dans un univers qu'on appelle de voxels, donc de petits volumes éléments, en polygones, comme dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est surtout des polygones qui sont utilisés, donc des états de surface. Et ensuite, comme ce fichier est très gros, il faut le décimer, c'est-à-dire le réduire pour que l'ordinateur local du médecin puisse encaisser une telle charge. Et enfin, il y a la planification chirurgicale et la chirurgie guidée. Donc ces 5 logiciels, c'est très compliqué et vous pouvez prendre 5 heures des fois juste pour préparer un examen. Non mais dites-nous en un mot, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça veut dire que le médecin, il chose des lunettes de réalité augmentée, une tablette de réalité augmentée ou quel que soit l'outil, et il visualise l'intérieur du cœur. Oui, alors en fait, c'est très imagé, mais c'est à peu près ce qu'on voudrait réussir à faire dans l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est de visualiser à distance un objet, un organe, c'est ce que l'on fait couramment. Ensuite, le recaler pour voir l'intérieur, on n'y est pas encore parce qu'il faudrait scanner en temps réel. Et il y a des problèmes de dose. Hein. On parle de demain, d'après-demain éventuellement. C'est encore plus vieux parce qu'en fait il y a des problèmes de dose aussi parce que le patient, quand on regarde à l'intérieur de son corps, rien qu'en chirurgie interventionnelle aujourd'hui, vous êtes dans un bloc de radio avec des chirurgiens autour et il faut quand même mesurer la dose que l'on envoie non seulement aux patients mais aussi aux praticiens qui opèrent tous les jours.
Alors, Bernard Fontaine, France Télé. on est à quelques mètres de l'hôpital ici, à Francillon, à quelques mètres de l'hôpital Georges Pompidou. Et pour cette journée média en scène, on ne va pas faire d'opération sur le plateau. Ça, il n'en est pas question, parce qu'on ne prendrait pas le risque. Par contre, on a pris un autre risque, un risque qui est tout à fait mesuré, et c'est d'ailleurs une absence totale de risque, c'est la capacité à faire voir vos travaux avec vos partenaires dont vous allez nous parler, pour visiter Paris et visiter les principaux bâtiments de Paris, monuments historiques de Paris, grâce à cette réalité augmentée. Alors expliquez-nous comment cette production a pu être faite, et puisqu'elle sera utilisée par nos visiteurs aujourd'hui. Alors en fait, vous avez une société qui s'appelle Iconem, qui est une société française basée à Paris et qui travaille énormément dans les monuments ou les sites qui sont en danger, comme ça peut être Mossoul, ils ont travaillé aussi à Palmyre pour la reconstitution de ces sites qui ont été détruits. Donc en fait, ils ont des drones, ils font des photos de tout le site, et l'ensemble de ces photos sont ensuite reconstruites, ce qu'on appelle donc la photogrammétrie. Et ensuite, vous avez un fichier sur lequel vous pouvez naviguer. Voilà. Donc là, vous verrez la Trinité, par exemple. Donc la Trinité, elle va être bâchée pendant 5 ans. Et donc on ne pourra pas la voir. En revanche, à travers Internet et les clouds, comme par exemple le cloud de Orange, Flexible Engine et Huawei, vous allez pouvoir accéder à ce fichier en réalité augmentée, avec une définition qui sera du 5-10 cm, ce qui vous donne une bonne information. Vous pouvez voir les moisissures sur l'état de restauration en fait des statues. Je peux aller à n'importe quelle altitude d'ailleurs, parce que j'ai vu la démonstration tout à l'heure, c'est surprenant. Je ne peux pas, moi, en tant qu'être humain, regarder l'église de la Trinité et puis grimper, aller voir une gargouille, aller voir une sculpture à 30 mètres au-dessus de ma tête, c'est impossible. Alors que là, cette opération et cette capacité à pouvoir le faire, elle est possible avec la réalité augmentée. Tout à fait. Pour les médias, pour les médias, ça évidemment, revivre des scènes de mai 68 par exemple, etc., c'est des leviers que France Télévisions pourrait exploiter, qui sont exploités dans le jeu aussi. Finalement, je m'adresse à vous, Michael Moreau de chez Intel, parce que vous travaillez également beaucoup sur l'AR et la VR, l'augmented reality et virtual reality. L'immersion finalement dans une scène, qu'elle soit médiatique, une scène de jeu, une scène de divertissement, aujourd'hui, ça semble presque une habitude pour les gens, en tout cas quelque chose qui demain fera partie de leur quotidien. L'immersion, c'est quelque chose qu'ils demandent. Parce que ça va vraiment changer la manière dont on va consommer tout type de contenu. Il y a peut-être un domaine en particulier qui va en bénéficier, c'est le sport. On pense que ça fait peut-être 70 ans que la diffusion sportive a assez peu évolué et que l'immersion va apporter quelque chose de nouveau à travers différents moyens. Le premier, c'est qu'on peut imaginer être dans son canapé, avoir un casque de réalité virtuelle et vivre un événement sportif en décidant depuis quel point de vue. Donc c'est un match de basket, c'est un match de foot. On se dit, à tel moment, je préfère être dans le vestiaire, dans les gradins, derrière le but, et on passe comme ça d'un point de vue à un autre, à la volée, depuis son canapé. Donc on se fait sa propre expérience de l'événement sportif. Il y a une autre façon de consommer le sport, c'est en regardant un match, le diffuseur, et à terme, le téléspectateur pourra en fait choisir de faire pause sur une action, de zoomer tout autour de l'action, de tourner autour des joueurs. Imaginons par exemple, Messi marque un but. Qu'est-ce qu'on peut faire? On met pause, on refait l'action, on tourne autour de Messi, on fait un zoom sur son pied gauche, ou alors on veut voir ce que le gardien fait, on fait un zoom sur le gardien. C'est ça, on positionne le gardien pour éviter que Messi nous marque un but contre la France. On ne peut pas changer la position des joueurs. On aura la démonstration aujourd'hui sur l'expo Média en scène de ce que vient de nous dire Michael, la capacité à revivre certains grands événements sportifs avec ces technologies, et pour certaines d'entre elles, qui est encore très évoluée, encore plus évoluée peut-être, c'est être capable de faire là aussi de la photogrammétrie sur un studio que vous avez aux États-Unis. Oui, ça alors Intel a ouvert un studio à Los Angeles qui s'appelle Intel Studio, qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés et qui en fait, un autre intervenant mentionnait les voxels, c'est exactement la même chose. Il y a plusieurs dizaines de caméras 5K qui, lorsqu'on filme une scène, vont créer des centaines de milliers de voxels. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour à la fois le réalisateur et le téléspectateur? Pour le réalisateur, il faut imaginer Matrix. On a tous été marqués par les premières scènes du premier Matrix. Sauf que là, en fait, le réalisateur va pouvoir choisir lui-même un nombre de fois incalculable le type
de vision qu'il veut offrir aux téléspectateurs. De la même manière, on peut très bien imaginer un diffuseur proposer aux téléspectateurs de regarder le film de la manière dont ils le souhaitent. Ça veut dire que là où on mettait sur fond vert des vrais acteurs dans des fausses scènes, finalement on pourra mettre des faux acteurs dans des vraies scènes où on veut. Alors non, ça reste des vrais acteurs. On parle vraiment de vrais acteurs. Si on prend une scène, par exemple, imaginons une scène de western. Alors bon, il y a le héros qui arrive sur son cheval, qui vient sauver la princesse en détresse. Donc on peut voir cette scène depuis les yeux du héros, mais on peut aussi décider de le voir depuis les yeux du cheval. Donc en tant que téléspectateur, il suffit de dire, moi je veux voir ce que le cheval voit pendant cette scène, et on se retrouve plongé à la place Comment du on a du pu cheval. résister à cette vision du western par Jolly Jumper depuis des années. Exactement. Mais ça veut dire que ce que je veux dire, c'est qu'on peut reconstituer aussi des acteurs. C'est-à-dire dans un cyclo vert filmé par une multitude de caméras, on a des technologies aujourd'hui qui recréent l'avatar numérique immédiat de l'acteur et on peut faire sauter à Tom Cruise sans le moindre risque un hélicoptère en marche puisque ce sera son avatar Oui, numérique. effectivement, on peut aussi partir sur ce type de contenu. Ouais. On n'a pas fini de réfléchir sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Je rebondis sur le retour de Damien Biraud de Paris. Est-ce que demain, on peut imaginer que vos voitures de course, qui sont pilotées dans des courses réelles, puissent être dans mon jardin, recréer finalement les 24 heures du Mans et voir où sont toutes les voitures en réalité augmentée à travers des lunettes HoloLens et des tablettes avec la vraie course, parce que vous en verrez probablement en 5G les informations liées aux voitures. C'est exactement ce qu'on espère, complètement. Bah voilà, bah écoutez, je vous ai donné votre business model, merci. Je vais prendre un petit pourcentage, on en parlera en antenne tout à l'heure. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, est-ce que l'une et l'autre ont le même avenir ? Est-ce que, voilà, je vous vois déjà faire des mous, chacun a son opinion là-dessus, j'imagine, mais est-ce qu'il y en a une qui tient un peu plus la corde que l'autre et qui a un peu plus d'avenir que l'autre ? Alors en fait, aujourd'hui, les prédictions, ça serait 30% pour la réalité virtuelle et 70% pour la réalité augmentée. En fait, ça vient du simple fait que chez tous les humains, on n'est pas tous égaux, et 30% d'entre nous ne supportent pas la vision stéréoscopique. Déjà au cinéma, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas de porter des lunettes. Leur cerveau ne fait pas la carte de profondeur qui leur donne ce relief. Donc déjà, vous avez une partie du public qui n'adoptera pas la réalité virtuelle. Ensuite, c'est une immersion. Donc vous êtes coupé du monde. C'est une autre expérience. La réalité virtuelle, en revanche, c'est on augmente la réalité d'objets virtuels qui permettent d'augmenter la connaissance ou d'un lieu ou de se diriger comme le GPS aujourd'hui, qui est utilisé par un bon nombre. Un de vos partenaires, qui est Microsoft, avec qui vous travaillez, aujourd'hui vous présentez donc ces scènes dont je parlais tout à l'heure de l'église de la Trinité et des monuments de Paris, sur un masque HoloLens, qui est un masque signé Microsoft. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, ces équipements-là, le prix va diminuer de façon à les rendre beaucoup plus populaires et facile d'accès pour tout le monde ? Est-ce que vous pensez que le prix va chuter de ces équipements de réalité augmentée destinés au public ? Mon opinion personnelle, c'est quand vous ne voulez pas vendre quelque chose, vous le vendez très cher. Donc aujourd'hui, HoloLens, c'est un produit, mais pendant longtemps, ça a été considéré comme un prototype. Microsoft a lancé son Windows holographique, son nouveau système, et c'était le moyen de vendre cette techno. Là, ils sont un petit peu revenus depuis 2 ans, et ils se disent, finalement, il n'y a pas beaucoup de concurrents, et l'idée, c'est plutôt de travailler sur une technologie qui va être annoncée là, dans les prochains mois. Je ne peux pas en parler, parce que je ne suis pas Microsoft, mais on imagine que dans 3-4 ans, on aura tous des lunettes aussi légères que celles que l'on porte sur le nez. Le calcul sera fait dans le cloud, à travers Orange, à travers Microsoft, à travers tous nos partenaires qui auront un cloud déporté de calcul, en fait. Et nous, on prépare déjà ça, notamment aussi avec Damien, pour les voitures, augmenter le conducteur de paramètres. On est toujours distrait en voiture. Donc pourquoi pas rajouter des facteurs de concentration, de mind control aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait déclencher des actions bien avant les réflexes musculaires. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui avec Damien, et tout va passer par la 5G.
corriger le calcul. Donc votre prédiction, on est 3 autour de la table à porter des lunettes, peut-être 4, parce que ces messieurs font peut-être les coquets, n'ont pas mis de lunettes, mais en fin de compte, plus de 60% de la population mondiale porte des lunettes. Donc un jour, à terme, ces lunettes-là seront équipées d'un système de réalité augmentée, c'est possible? C'est en fait la plupart des recherches qui sont faites aujourd'hui dans tous les grands congrès, de toute façon, que vous voyez aujourd'hui, très très spécialisés. On entend parler de ces lunettes comme le futur du téléphone portable, parce qu'effectivement, pendant que je vous parle, ça se trouve, je suis déjà en train de répondre à des messages, puisque j'ai des capteurs EEG derrière l'oreille qui me permettent de lancer des actions. On appelle ça du mind control. Et l'homme augmenté. Voilà, l'homme augmenté à travers la réalité augmentée. Voilà. Une dernière petite question, et puis on va aborder notre dernier sujet. Quelle est l'importance des contenus dans ce domaine précurseur de l'AR et de la VR? Est-ce que la VR, par exemple, ne fonctionne pas aussi bien parce que les contenus sont un peu déceptifs? Alors en fait, les contenus sont déceptifs parce que les gens utilisent toujours les mêmes technologies un peu simples. Je ne peux pas les citer ici, mais en fait, tous les start-upers que l'on connaît aujourd'hui dans la région parisienne utilisent toujours les mêmes techniques. Résultat, vous ne peuvent pas encaisser des niveaux de détail intéressants. Aucun collectionneur ou patron de collection au Quai Branly accepterait d'utiliser ces technos aujourd'hui, parce que c'est comme pour tout à l'heure quand je vous parlais de LVMH, vous voulez visualiser un sac Vuitton, le sac qui peut valoir entre 3 000 et les valises peuvent monter jusqu'à 400 000 euros. Si vous le visualisez avec un casque et que ça ressemble à un cube avec une toile cirée, vous dites quelque part on est à côté du produit. C'est pareil pour les collections, c'est pareil aussi pour les médecins. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un détail du demi-millimètre. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir encaisser plus de données. Et les logiciels aujourd'hui employés ne permettent pas ça. Donc on vient justement avec Visua avec une nouvelle plateforme, on a cassé les codes au niveau des architectures de calcul, et nos partenaires comme justement Flexible Engine chez Orange ou chez Microsoft Azure nous ont donné les moyens aujourd'hui de déployer ces plateformes qui vont permettre à chacun d'accéder à de la haute définition à travers leur téléphone portable ou les connexions standards Internet. En tout cas, France Télévisions ont fait des expériences de réalité augmentée dans le cadre de l'information. J'invite tout le monde à aller sur notre plateforme France TV Lab et voir ce qu'on a fait pour Envoyé spécial en début d'année, où on a proposé à tout le monde sur smartphone, grâce à Facebook, une expérience universelle pour compléter un reportage d'Envoyé spécial. Vous pouvez retrouver ça sur la plateforme France TV Lab. C'est complètement gratuit et toujours à disposition. On change de sujet. Alors on aborde quelque chose qui en fait sous-jacent à tout ce dont on vient de parler. C'est l'énergie. On parlera aussi de nano-satellites. Restez avec nous. Nous a rejoint sur ce plateau le professeur Swat Topsou. Bonjour professeur, Bonjour. Vous êtes le président de SAT, le fonds d'investissement d'État sur l'innovation. On va parler d'énergie avec vous tout à l'heure, et moi ce que je me dis c'est que par rapport à ce que vous allez nous dire, et c'est aussi pour allécher nos auditeurs, que vous êtes éventuellement nobélisables, si tous vos projets vont à bout, c'est quand même tout à fait énorme. Mais avant ça, je voudrais poser une question à Damien Biraud de Paris. L'énergie, c'est au cœur de tout ce dont on parle. L'intelligence artificielle, la 8K, la 5G, etc. Si on n'a pas d'énergie, rien ne fonctionne. Comment ça va se passer pour qu'on soit quand même relativement clairvoyant sur nos besoins en énergie? Vous avez des solutions, vous, pour vos voitures? Alors, nous, on a une solution qui est adaptée à notre statut de start-upper, entre guillemets. Tout comme les informations, l'énergie, faut savoir quelle est la taille du tuyau, éventuellement combien il y a de tuyaux pour alimenter. Et donc, nous, on repose notre stratégie sur plusieurs piliers. Il y en a un qui est évident, c'est qu'il vaut mieux faire des voitures électriques plus légères, de manière à mettre moins de batteries embarquées. Ça, c'est un premier axe qui est fondamental. Et puis, comme vous avez des batteries qui sont plus petites, à la limite, c'est plus facile aussi de mettre des power banks, des batteries supplémentaires qui viennent pallier aux besoins temporaires d'énergie. Et donc ça marche aussi bien pour les voitures de compétition qu'on sort l'année prochaine que pour la voiture de route qu'on sortira par la suite. C'est-à-dire qu'on va récupérer des batteries d'occasion, entre guillemets, et on va faire des stations de charge amovibles qui sont très souples et qui permettent d'un côté d'alimenter des compétitions de voitures électriques. Parce que quand vous faites une compétition de voitures électriques, il faut recharger toutes les voitures. Et donc, nous, on propose ces stations supplémentaires qui permettent d'animer les courses dans la durée, et non pas de faire une course de 30 minutes et d'attendre 4 jours que tout soit rechargé. Absolument.
Et de la même manière, le jour où on sortira des voitures de route, ce système de batteries supplémentaires qui n'est jamais que la récupération des batteries d'occasion des autres véhicules électriques, vous pouvez les stocker à la maison et elles sont tellement compactes que vous pouvez aussi les accompagner, permettre d'accompagner les véhicules, pourquoi pas dans des remorques. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur des remorques complémentaires aux véhicules électriques. La deuxième vie de la batterie. Exactement. Et notamment un intérêt fantastique, c'est que quand on parle d'énergie renouvelable, la plupart de l'électricité créée par l'énergie renouvelable n'est pas stockable. C'est une solution justement pour stocker ce qu'on arrive à faire dans la journée avec les panneaux solaires et dont on va se servir pour chauffer le bain de la petite le soir de nuit. Exactement, c'est une solution qui est extrêmement souple et qui est pragmatique puisqu'on récupère des technologies qui ont déjà été industrialisées et qui vient en complément de solutions comme l'hydrogène par exemple. Alors, de l'hydrogène et peut-être même du CO2 parce qu'on va tout de suite, professeur, vous donner la parole. Vous allez nous annoncer aujourd'hui que vous travaillez sur un projet, si j'ai bien compris, qui permet de faire du CO2, du gaz et donc de l'énergie. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, je vais vous expliquer, mais avant d'aller dans la description de ce projet, je vais déjà placer le contexte, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous, notre rôle, donc ce que c'est que la SAT, alors c'est très intéressant parce que depuis le début de l'émission, on voit comment les technologies évoluent très très rapidement. Avec Bernard, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, on voit vraiment à quelle vitesse ça avance et à vrai dire, jamais les technologies dans l'histoire de l'humanité n'ont avancé à un rythme si effréné. Juste se rappeler quand même que l'iPhone 3, le premier, c'est 29 juin 2007. 11 ans seulement. En 11 ans, vous voyez, les GAFA, ces géants américains, ont complètement bouleversé la façon dont on vit aujourd'hui et c'est pas fini. Vous avez parlé des technologies transhumanistes que les sociétés en biotechnologie travaillent pour que l'homme ait dépassé les capacités du corps humain. Donc tout ça fait que globalement, on vit une rupture en termes de civilisation et dans laquelle la technologie devient quasiment une religion. Bernard va me poser la question, et la France dans tout ça, justement? Alors, et la France, cher professeur, dans tout ça, on est en retard ou nous sommes en avance? Non, justement. Alors, malgré la richesse, la France est vraiment une terre d'innovation, malgré la richesse de nos laboratoires en chercheurs talentueux qui travaillent sur des technologies de rupture, comme je vais en présenter quelques-unes là juste après. Malgré tout cela, on n'a toujours pas de Google français ou d'Amazon français. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que culturellement, il y a une barrière entre le monde académique et la recherche. Et c'est là où les SAT, donc, qui sont des sociétés privées, interviennent. La France, l'État a fait un pari de confier à 14 sociétés privées, qu'on appelle les SAT, de détecter ces technologies et ces chercheurs et d'aider ces chercheurs innovateurs à transférer et à créer les futurs géants français de l'avenir. Donc on parle toujours de la fuite des cerveaux, mais on essaie de se défendre et on se défend plutôt pas mal. Et on se défend très bien, ouais. Alors l'énergie. Alors vous, professeur, vous êtes physicien, parce que vous êtes professeur de physique à la base, donc on ne vous en raconte pas. Hein. Vous n'allez pas écouter des discours marketing qui vont vous faire les éloges de telle ou telle technologie. Vous êtes un physicien, vous êtes quelqu'un de très rationnel, et un jour, un de vos confrères également physiciens vous a appelé, il vous a dit quoi à propos de son invention ou de sa découverte sur le carbone et ce que l'on pouvait faire du carbone? Alors, hormis sa diabolisation. L'approche, c'est et si le CO2 finalement devenait la prochaine source d'énergie renouvelable. Alors ça peut paraître fou. Alors en pleine crise des gilets jaunes, ce que vous dites va être écouté par beaucoup de monde. J'imagine que même hors crise, si le CO2 devient une source d'énergie, tout le monde va effectivement écouter attentivement. Il va quand même falloir que les gilets jaunes tiennent un certain bout de temps quand même, parce que c'est quand même pas pour demain, bien qu'on y travaille. Mais globalement, le CO2, qui est un des fléaux de notre système économique aujourd'hui, peut devenir une source d'énergie. Comment? En le recyclant. La seule problématique, c'est que toutes les technologies qui ont essayé aujourd'hui de recycler le CO2 consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. Donc, c'est des technologies qui sont inefficientes. C'est une problématique de l'hydrogène aussi. On va dire un savant fou, on va l'appeler Marc Robert, qui interviendra dans le cadre Il sera présent dans quelques heures sur notre exposition. A eu l'idée fou d'utiliser une molécule que nous avons dans notre corps humain, de l'associer au CO2 et très naturellement, la lumière du soleil transforme ce CO2 en gaz, en méthane.
Et le méthane, c'est ce que vous utilisez pour vous chauffer à la maison, qui se retransforme en CO2. Voilà. Et donc, d'un seul coup, le CO2 qui était un problème peut devenir une source d'énergie inépuisable. Alors, je reprends votre idée parce que c'est important quand même pour les gens qui nous écoutent. Je prends du CO2 d'un côté, ce qui sort de la voiture, ce qui sort des usines, etc. et qui nous pollue. Je prends cette fameuse molécule présente naturellement dans le corps humain, je mets le tout au soleil et j'ai du gaz méthane qui me permet de me chauffer, qui me permet de faire fonctionner, qui me donne de l'énergie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça si on reste à notre niveau. Après, si on va évidemment dans la recherche, le professeur Marc Robert vous expliquera exactement comment ça fonctionne, mais le principe est celui-là. Mais le méthane, une fois que vous l'avez utilisé chez vous pour vous chauffer, redevient du CO2. Et donc l'énergie universelle. Voilà, donc contrairement, par exemple, la plupart des technologies, on dit d'énergie renouvelable aujourd'hui, essayent de diminuer l'émission carbone. En fait, on invente des nouvelles technologies pour émettre moins de carbone. Celle-ci est en rupture parce qu'elle utilise le CO2 pour générer de l'énergie. Voilà. Et cette fameuse donc, c'est une énergie renouvelable dépolluante. Cette molécule qu'on a dans le corps, on la trouve où? On la fabrique comment? On l'apporte où? Il nous a répondu tout à l'heure parce qu'il n'a pas pu venir. Il était en Suède aujourd'hui, ce chercheur. Alors, pour info, il m'en a dit 2 mots. Il nous en dira beaucoup plus lors de l'exposition. Cette molécule est tout simplement un produit qui, justement, n'est pas une terre rare, contrairement aux terres qui permettent de fabriquer, je pense au lithium par exemple, permettant de fabriquer des batteries électriques. C'est du fer. Je ne vais pas dire du fer tout simple, hein, mais c'est. Alors pourquoi dans le corps humain? Parce que cette molécule a été isolée un peu par hasard, comme toutes les grandes découvertes, dans le sang. Donc en mettant, je crois, il m'expliquait un des composants, certainement une globule ou une hématie à l'intérieur de cette réaction, il a vu une production de méthane. Donc c'est du fer, une quantité qui est pour le coup quasiment inépuisable et surtout une des moins rares sur Terre, c'est le fer. Donc le CO2 est à profusion, le fer est à profusion. Quant au Soleil, le jour où il s'éteindra, je pense que l'humanité disparaîtra. Donc elle-même est illimitée. Donc la combinaison de ces trois éléments physiques solides et à profusion sont la source de cette énergie et de cette invention. Alors, on en est à la découverte. Donc, les brevets ont été déposés, la technologie est sécurisée, elle est française. Maintenant, ce chercheur a signé un partenariat avec GRDF et d'autres partenaires pour maintenant essayer de faire ce transfert vers l'industrie pour que nos entreprises Ça veut dire que les énergéticiens ont déjà préempté cette technologie ou sont en train de tester, de la financer dans un... Vous savez, tout ce qui touche l'énergie est stratégique. Ouais. Donc, vous avez tous ces acteurs qui sont à l'affût. Et là, on est vraiment au démarrage d'une rupture en termes de production d'énergie. Donc, évidemment, tous les acteurs, bien au-delà de la France, se sont déjà positionnés. Il y a eu un article dans la revue Nature qui a été publié et qui suscite aujourd'hui un intérêt mondial. Donc aujourd'hui, un magazine de référence scientifique. Donc on en est aux prémices, mais on peut se revoir dans quelques années pour fêter votre prix Nobel. Ah, pas le mien, celui de Marc Robert. Voilà, il est toujours équipe. Il nous reste un petit peu de temps. On voulait également évoquer avec vous l'avenir des nanosatellites, parce que tout le monde visualise bien les grands satellites qu'on envoie dans l'espace avec les paraboles qui nous envoient, etc. Vous nous dites, nous on travaille sur des microsatellites, grands comme les vaguement des boîtes de chaussures, qu'on enverrait par dizaines dans l'espace, qui parleraient entre eux et qui permettraient grosso modo de créer un nouveau réseau de communication universel, planétaire et même spatial. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est pour ça, au départ, je vous disais, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je ne suis qu'un facilitateur dans cette histoire. Les génies sont ceux qui créent et ceux qui portent sur leur marché leurs inventions. Et donc là, en particulier, c'est un jeune chercheur qui s'appelle David Henry qui a eu une idée, c'est de dire, au lieu d'envoyer des gros satellites qui soit fonctionnent en position géostationnaire ou font le tour à une vitesse, au tour de la Terre à une vitesse bien définie, on pourrait envoyer plein de microsatellites. Jusque-là, l'innovation était déjà connue. Leur innovation, c'est de dire, je vais y ajouter un petit propulseur électrique. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ces microsatellites sont positionnés, ils peuvent être, on est dans le domaine des objets connectés, il faut savoir qu'aujourd'hui, un satellite, quand vous l'avez lancé, vous l'avez lancé. S'il ne marche plus, il finit en débris. Ces microsatellites, comme ils ont leur petit propulseur, je peux
les commander depuis la Terre. Et donc, supposons, je suis à un endroit, il se passe une catastrophe naturelle et j'ai besoin d'apporter de la communication. Ces petits propulseurs électriques combinés derrière à de l'intelligence artificielle ou à des systèmes de pilotage vont faire bouger ces microsatellites dans l'espace pour se concentrer sur des zones. C'est un petit peu le cas quand même des nouveaux satellites qu'on envoie, des constellations qui peuvent, si elles ne sont pas arrivées sur l'orbite exacte, se resituer un petit peu. Mais alors là, on réduit de 1000 fois leur taille et 1000 fois leur prix aussi, ce qui fait qu'on est dans des microcellules. Vous parlez encore de grosses. Là on va gagner en réactivité, en vitesse et en termes de couverture, parce qu'on est aussi un peu plus bas. Donc c'est quand même, surtout dans le domaine de la télévision et de la transmission, c'est quand même une révolution. C'est comme si d'un seul coup, on passait, disons, d'un système satellitaire quand même assez statique, même si vous avez raison, on commence, et cher, à quelque chose qui va être et donc plus destiné léger, plus aux gens qui le financent. Et donc leur ingéniosité a été de développer ces petits actionneurs électriques, ces petits propulseurs qui vont révolutionner. Alors le représentant de cette start-up également, qui travaille actuellement à Polytechnique, il sera présent bien sûr dans notre exposition. Son moteur, j'irai, tient dans une poche, il tient dans le creux de la main, on l'a vu l'autre jour, il sera exposé sur le stand, ainsi qu'un volume, le volume occupé par ce satellite. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir également la combinaison de ces futurs médias numériques, en tout cas pour nous en tant que médias, de ces solutions numériques de transmission. Ce qui est intéressant, c'est de voir les axes stratégiques orientés par ces initiateurs, c'est la capacité à pouvoir couvrir en fait la Terre entière. Les zones blanches sont nombreuses. On a beaucoup évoqué cet après-midi durant cette émission la 5G. La 5G aussi mettra un temps de déploiement évident de plusieurs années, comme tout réseau télécom. Et ces solutions de microsatellites, de constellations satellitaires viendront en complément, travaillant avec ou sans la 5G, ça on verra. Mais en tout cas, c'est la connexion qui est destinée à l'humanité en fait, d'Internet. Google aussi travaille sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le savoir-faire en matière de propulsion électrique, alors ce ne sont pas des moteurs électriques, ce ne sont pas des moteurs comme ceux de Damien, ce sont des moteurs ioniques qui sont à l'intérieur de ces petits satellites qui permettent de les déplacer et de pouvoir les utiliser. Alors, je voudrais juste pour terminer dire qu'effectivement à travers donc, les 14 sociétés privées, les 14 SAT qui ont été créés, on couvre plus de 100 000 chercheurs, plusieurs milliers de laboratoires et on a déjà créé plus de 350 start-up. On n'aura pas le temps évidemment de les passer en revue, mais on a un portefeuille de technologies qui vont révolutionner notre quotidien. Et c'est formidable. On termine sur une excellente note. D'abord pour dire que l'innovation en France est loin d'être morte, comme certains le pensent, au contraire, bien au contraire. On termine sur cette note humaniste avec Bernard Fontaine qui nous parle de ce réseau qui va permettre à tout le monde de profiter de tout ce dont on a parlé, la 5G, la 8K, parce que finalement, avoir raison ou profiter de technologie tout seul, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus enviable. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast sur le premier festival Média en scène, le festival des médias de demain, en partenariat de France Info avec Les Échos sur 3 sites. Aujourd'hui, jeudi 22 novembre à Paris, Radio France, Les Échos et puis à France Télévisions avec les animations dont on a parlé ici. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre plateforme innovation France TV Lab, et y compris les articles de tous les sujets dont on a pu parler, et puis des images, des vidéos, et puis des informations sur ces animations. Merci infiniment d'être venus. Nous aurons certainement l'occasion de faire de nouveaux podcasts sur l'innovation. Je vous remercie. Bernard Fontaine. Dernier point, rendez-vous sur France Info, parce que vous tous, aujourd'hui, nous faisons de la radio, allez filmer, donc on peut également voir, mais ne manquez pas sur France Info en direct. Dans la journée, suivez bien notre antenne, parce que chacun d'entre vous, on pourra voir vos différentes démonstrations sur notre plateau, sur l'antenne de France Info. Absolument, jusqu'au créneau de la nuit de France Info. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci.